Alors, on va corriger un exercice d'électromagnétisme sur le champ rayonné par un dipôle oscillant. Donc, il y a l'énoncé, il y a la correction. Je vais vous lire l'énoncé. Je pense que vous allez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le chercher par vous-même et je vous ferai une correction par la suite, comme d'habitude. Donc, le champ rayonné par un dipôle électrique oscillant. On considère un système placé dans le vide, constitué de deux sphères métalliques, reliées par un conducteur filiforme de longueur L, alignées suivant l'axe OZ. Donc là, vous faites un schéma. Les sphères sont situées en Z égale plus ou moins L sur 2 et leur diamètre est négligeable devant L. Donc en électromag, on fait toujours un schéma. Je le ferai dans la correction. Ce serait bien que vous visualisiez pendant que je lis l'énoncé. Ces deux sphères portent des charges dépendantes du temps, Q de T et moins Q de T, dont la valeur moyenne dans le temps est nulle. Le courant I de T circulant dans le conducteur est de type sinusoïdal, de pulsation oméga, de la forme I de T est égal à I oméga exponentielle moins I oméga T. Donc un courant sinusoïdal. Ce système constitue un dipôle oscillant dont on se propose d'étudier le champ électromagnétique qu'il rayonne dans l'espace. Alors on envisage tout d'abord le cas où L et la distance OM égale petit r du centre du dipôle au point M de l'espace sont telles que L est très inférieur à petit r qui est très inférieur à lambda, lambda étant la longueur d'onde du rayonnement émis. On nous demande, donc je m'arrêterai là et je vais le résoudre, on résolvera progressivement donc l'exercice au fur et à mesure des questions. Donc d'abord d'établir les expressions des potentiels vecteurs A et scalaires V créés au point M par le dipôle oscillant. Et ensuite de calculer les composantes BR, Bθ, Bφ. Donc j'expliquerai le système de coordonnées sphériques pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés avec ça. ER, Eθ et Eφ du champ électromagnétique. On rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques. Donc on nous donne le rotationnel en coordonnées sphériques, donc le rotationnel d'un vecteur A, en fonction des différentes dérivées partielles par rapport à θ, φ et r, et des différentes composantes à φ, à θ, à r, donc du vecteur. Donc on verra ensuite pour les autres approximations. Donc la correction. Donc j'ai modélisé effectivement sur un schéma notre dipôle oscillant. Donc j'ai considéré A et B les points sur l'axe Z où sont placées nos charges. Donc on considère un point M de l'espace et on cherche en fait à comprendre ce que le champ électrostatique et le champ je dirais magnétique qui va écrire ce qu'on a un dipôle oscillant. Bon, au point M de l'espace, donc repéré par son vecteur R. Donc R, c'est le vecteur suivant la direction OM, d'accord? On est dans un système d'axes ici, bon, je l'ai représenté en cartésienne, mais on va très rapidement passer en sphérique. Voilà, on a la distance entre A et B qui est égale à L, et on a nos hypothèses qui sont faites. Donc, petit l, donc la distance entre les dipôles est très faible devant la distance d'observation, la distance de notre point M, donc le point M est loin par rapport au dipôle. Mais on nous dit que R très petit devant lambda. Bon, R très petit devant lambda, ça veut dire que R sur C est très petit devant lambda. Autrement dit que petit t est très inférieur à grand T. Grand T, en fait, c'est la périodicité de notre signal. Lambda est la longueur d'onde. Bon, donc dans cette approximation-là, on utilise la formule du champ, la formule de Biot et Savart, d'accord? Et on a que le potentiel vecteur du champ A, en fonction de la distance de l'observation R, donc vecteur R est de T, et de la forme mu0 I de T sur 4pi, multiplié par l'intégrale, on intègre sur quoi? On intègre sur Z, puisque la distribution de charge est suivant Z, puisqu'on a un courant I de T, donc de type sinusoïdal. I de T ne dépend pas de Z, hein, il dépend simplement du temps. Il est en oméga T, en I oméga T, en complexe. Donc on intègre entre moins L sur D plus L sur 2 de dz sur R, pour R et la distance, puisqu'on intègre sur notre élément en fait de notre distribution de charge. Et ici, on a effectivement une distribution de type linéique, d'accord? Donc, on calcule notre intégrale, hein, et donc l'intégrale de moins L sur 2 à L de dl, c'est L compris entre L sur 2 et moins L sur 2, c'est donc L. On en déduit donc que le potentiel vecteur qui est à l'origine de l'induction magnétique qui va être créée au point M, avec les conditions, les hypothèses de l'énoncé,
donc se met sous la forme mu0i sur 4 pi r, donc il décroît de manière inversement proportionnelle à la distance, fois L, autrement dit, multiplié par la distance en fait de notre dipôle oscillant, et il est orienté suivant uz. Ok. Alors, on calcule maintenant le potentiel scalaire qui est à la base donc, du champ électrique, puisque E est égal à moins gradient de V du potentiel scalaire. On a que le potentiel scalaire créé au point R à l'instant T, et donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la somme sur I de toutes les charges à l'origine de ce potentiel scalaire des QI sur RI. Mais ici, I varie de 1 à 2, puisqu'on a deux charges, une placée en B moins QT et une placée en A plus QT. Et on crée un champ magnétique, une intensité en fait oscillante entre les deux charges. Et donc 1 sur RI, ben, en fait, on a la distance AM et la distance BM qu'il faut évaluer. D'accord, donc on a donc 1 sur AM moins 1 sur BM, puisque bon, on a une charge positive en A et une charge négative en B. Ok. Alors, on va utiliser, pour pouvoir calculer AM et BM, on va faire une approximation, puisqu'on connaît, bon, on utilise vectoriellement que, en fait, AM, on utilise que AM, c'est le vecteur AO plus OM, autrement dit, c'est moins L sur 2 suivant Z, donc suivant UZ, plus ROM, et on va ensuite faire mettre cette distance, cette égalité vectorielle au carré, de manière à faire intervenir un produit scalaire entre le vecteur AO et OM, et de faire intervenir l'angle θ, de manière à se débarrasser en fait de la distance AM, et d'exprimer cette distance AM en fonction des paramètres du problème, c'est-à-dire de la distance de M au point O, centre de symétrie de la distribution de charge, et de l'angle θ qui est repéré en coordonnées sphériques, qui repère en fait le point M dans l'espace. Donc, je vous ai dit donc AM carré, ça va être la distance AM au carré, c'est la norme du vecteur AM au carré. Le vecteur AM, ben, on utilise la relation de Schall, de décomposition vectorielle, c'est AO plus OM au carré. Et ça, c'est donc AO carré plus OM carré, plus 2 fois AO scalaire OM. AO carré, c'est quoi? Ben, c'est cette distance au carré, c'est la moitié de L sur 2 au carré, donc c'est L2 sur 4. OM au carré, ben, ça reste R carré, et il nous reste 2 fois AO scalaire OM. Donc si je fais le produit scalaire du vecteur AO par OM, eh bien AO c'est moins OA, OA scalaire OM, ben, c'est L sur 2 fois R fois le cosinus θ de l'angle, et il y a un signe moins puisqu'on prend l'opposé vectoriel. D'où cette expression-là, moins L sur 2 R cos θ, c'est le produit scalaire de AO par OM. Ok. Donc, la distance AM au carré va être égale à donc L2 sur 4 plus R2 moins 2 OA scalaire OM, soit L2 sur 4 plus R2 moins 2 fois L sur 2 R cos θ. Donc on peut mettre le carré de notre distance sous la forme L2 sur 4 plus R2 moins LR cos θ. Et là, on va utiliser l'approximation. Donc c'est à peu près égal à R2 moins LR cos θ. Pourquoi? Parce que L est très inférieur devant R, donc on peut négliger ce terme-là, le terme en L2 sur 4. Et on va faire ensuite un développement limité à l'ordre 1, sachant que L sur R est très petit devant 1, pour pouvoir avoir une expression, je dirais, canonique simplifiée de la grandeur AM. Donc la grandeur AM, puisqu'on a le carré, on prend la racine carrée, donc AM c'est la racine carrée de R2 moins L sur R cos θ. Je vous ai dit qu'on factorisait par R2, donc la racine de R2 il sort du R, du radical. Donc facteur de quoi? Facteur de 1 moins LR sur R2, donc L sur R cos θ. Et là, on utilise l'approximation donc dans l'énoncé qui nous dit qu'on est à une distance R qui est très grande devant la distance caractéristique de notre dipôle oscillant. Donc la distance caractéristique de notre dipôle oscillant, c'est L, hein, donc c'est la distance qui lie nos deux charges. L étant très petit devant R, on utilise le développement limité suivant. J'utilise que 1 plus epsilon à la puissance alpha, à l'ordre 1 pour epsilon très petit, c'est 1 moins alpha epsilon. Pardon, c'est 1 plus alpha epsilon, vous corrigerez ici. C'est 1 plus alpha epsilon plus un petit taux de epsilon. Donc si AM est égal à ça, donc je passe à l'inverse, puisque nous, ce qui nous intéresse dans l'expression du potentiel qui intervient ici, c'est l'inverse de la distance de AM. Donc, c'est égal à 1 sur R, donc facteur de 1 moins L sur R cos θ puissance moins 1 demi. Donc, on utilise le développement limité à l'ordre 1, et donc,
1 moins L sur R cos θ puissance moins 1 demi. À l'ordre 1, c'est 1 plus L sur R, L sur 2R cos θ. Ok? Donc, on a que AM est environ égal à 1 sur R, facteur de 1, plus L sur R cos θ. Vous faites exactement la même chose pour BM. Ok? Qu'est-ce qui change pour BM? Ben, c'est tout simplement qu'on a une charge ici négative, d'accord? Donc, le fait qu'on ait une charge négative, donc pour BM, ben, on va décomposer suivant Châle. BM, ça va être BO plus OM suivant Châle. Donc, BO carré, il va y avoir du OM carré, et le produit scalaire de BO avec OM, c'est la même chose que le produit scalaire de OA avec OM. Donc, il y a du cos θ. Le fait qu'on a il y a du cos θ qui intervient, et il y a donc un facteur, un signe moins qui apparaît, d'accord? Donc en fait, 1 sur BM, c'est la même chose que 1 sur AM, sauf que avoir du plus L sur 2R cos θ, vous allez avoir du moins L sur 2R cos θ, d'accord? Vous avez juste à le faire, voilà, ce qui va changer, c'est à ce niveau-là, on va avoir un signe moins ici. Puisque bon, on n'aura pas du 2OA cos θ, mais voilà, on aura un plus ici, ok? Donc si on fait la différence, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la différence 1 sur AM moins 1 sur BM, on a 1 sur AM qui est en L sur 2R cos θ, moins L sur 2R, donc il y a 2 fois L sur 2R cos θ, finalement c'est du L sur R cos θ. C'est ce que j'ai explicité là, 1 sur M moins 1 sur BM est égal à 1 sur R, facteur de 1 sur R cos θ. On en déduit finalement l'expression donc de notre potentiel créé au point M par notre distribution linéique de charge et d'accord, par notre dipôle oscillant, et donc le potentiel créé au point M, qui sera à l'origine du champ électromagnétique, du champ électrique, puisque le champ électrique, ça sera l'opposé du gradient de ce potentiel, d'accord? C'est donc Q de T sur 4 pi epsilon 0 R carré multiplié par L cos θ. Bon, on remarque que si θ est égal à 0, on a un champ maximum, puisqu'il est aligné dans la distribution linéaire de charge. Lorsque θ est égal à pi sur 2, eh bien, la distribution du potentiel s'annule, parce que si θ est égal à pi sur 2, le point M, il est sur l'axe Y. Le champ créé par l'aspirant B, il faudrait que je fasse un, il est dans ce sens-là. Le champ créé par A, il est dans ce sens-là, mais il s'oppose. Et là, en fait, on a un champ, on a un potentiel nul, en fait. Je charge plus, je charge moins avec la symétrie par rapport à là. Bon, c'est juste une observation. Alors, pour le 2, pardon, c'est pas là. Donc pour le 2, on nous demande de calculer les composantes BR, Bθ, Bφ, Eθ, Eφ du champ électromagnétique. Et on rappelle l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques. Donc on va utiliser ce rotationnel. Donc vous l'avez sous les yeux. Je rappelle, je rappelle comment fonctionne le système de coordonnées sphériques. On se place, donc on considère un point M de l'espace par rapport au centre O, j'ai pas mis le point O, de notre système de coordonnées, et on va repérer le point M par deux angles, d'accord, et une distance. Alors les deux angles, c'est θ et φ. Donc θ, en fait, ça va être l'angle que forme le vecteur OM, R, avec l'axe des Z vertical, ok. Ensuite, φ, comment il se construit? Ben, vous considérez le point M, vous le projetez orthogonalement sur l'axe, sur le plan X, O, Y, vous obtenez ce point H. Et ce point H forme donc, là, vous considérez le vecteur OH. Eh bien, l'angle que forme le vecteur OH, donc OH, H étant le projeté orthogonal de M sur le plan X, O, Y, eh bien, il forme un angle phi avec l'axe OX, et donc c'est la deuxième coordonnée sphérique. Et enfin, la troisième, bah, c'est le point, c'est R, en fait, c'est la distance OM. Voilà. Donc avec ces trois éléments, vous déterminez en coordonnées sphériques n'importe quelle position dans l'espace. Et donc, vous associez à ces trois angles, en fait, les trois vecteurs de la base des coordonnées sphériques, le vecteur ER, qui est suivant le OM, le vecteur Eθ, ben, s'il est suivant θ, donc il est à pi sur 2 orienté suivant θ. Et si vous effectuez donc la projection du point M sur le, donc vous considérez le projeté orthogonal de M sur le plan X, O, Y, d'accord? Eh bien, en considérant ce vecteur R, vous déterminez Eφ. Donc vous voyez que pour phi qui est égal à 0, Eφ, en fait, c'est EY. Pour θ égale à 0, ER, il est confondu avec EZ. Ok? Pour θ égale à 0,
Il y a un point M dans le plan Z, O, Y. Θ, il va être confondu avec EY. Bon, voilà. Donc, je vous ai en fait traduit la matrice de passage qui permet de passer d'un système de coordonnées cartésien, EX, EY, EZ, à un système de coordonnées sphériques. D'accord? Vous remarquerez que si vous prenez le sinus de l'angle θ, vous obtenez, comment dirais-je, vous obtenez, euh, vous obtenez cette distance-là. C'est le projeté orthogonal de M sur M qui est cette distance-là, c'est la distance à l'axe. Si vous prenez le sinus, d'accord, le côté opposé, c'est celui-ci. Donc, et si maintenant vous en prenez le cosinus, ben vous projetez sur X. D'où sinus θ cos phi, c'est la valeur suivant X. De même, pour avoir la projetée sur Y, ben, si vous prenez le cosinus de l'angle θ, d'accord, ça vous fait le côté opposé, c'est ce côté-là, mais comme ici on a un parallélogramme direct, puisque M s'est projeté, puisque le point M se projette orthogonalement, ce point-là, suivant X ou Y, si vous prenez le sinus de phi ensuite, vous obtenez la projection suivant EY. Autrement dit, EY, vous obtenez ici du cos θ cos phi. D'accord? Bon, suivant Y. Donc, ce qui permet de retrouver de manière intuitive cette matrice. Ok? Autrement dit, si vous voulez exprimer ER en fonction de EX, EY, EZ, vous avez ER qui est égal à sinus θ cos phi fois EX, plus sinus θ sinus phi fois EY, et je vous explique comment on les retrouve, plus cos θ fois EZ, puisque le cosinus de θ fois EZ, ben, il projette directement suivant Z, hein, ok? Donc, si je note, j'appelle grand T cette matrice de passage d'un système de coordonnées. Bon, on pourrait faire tout l'exercice sans avoir ce grand T, mais disons qu'il simplifie un peu les choses. On pourrait obtenir les résultats sans T, ok? Mais bon, comme on nous demande, c'est pas celui-là, je confonds toujours. On nous demande de calculer les composantes BR, Bθ, Eθ du champ électromagnétique. C'est intéressant d'avoir EZ et de l'exprimer en fonction de R, Eθ, Phi, puisqu'on a le champ magnétique qui s'exprime suivant UZ. Ok. Autrement dit, donc si je passe de EX, EY, EZ en cartésienne au système de coordonnées sphériques, donc ER pour radial, Eθ, Eφ. Donc il faut appliquer la matrice de passage, la matrice de rotation θ. Donc ça c'est équivalent à dire que si on veut passer de ER, Eθ, Eφ à repasser en cartésienne, on applique T-1. Et on remarquera que l'inverse de cette matrice, en fait, c'est la transposée de cette matrice. Donc vous transposez les lignes et les colonnes. Donc sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi cos θ, qui est en matrice ligne, ça va devenir la matrice colonne. Donc sinus θ cos phi, ça bouge pas. Sinus θ sinus phi va venir ici et cos θ, il va venir là. Donc cette matrice a une particularité, c'est que son inverse, c'est sa transposée. Bon, c'est très pratique pour pouvoir passer éventuellement d'un changement de base à un autre. Bien, donc on en déduit qu'on peut exprimer les coordonnées des vecteurs dans la base sphérique en fonction des coordonnées des vecteurs dans la base cartésienne à travers cette matrice de passage. Bon, donc là vous avez la formule globale, mais pourquoi? Mais nous, ce qui nous intéresse en fait pour exprimer B, puisqu'on va exprimer B, ensuite on va en déduire E, puisque le rotationnel de A c'est B, et dans l'énoncé on nous donne le rotationnel d'un vecteur, on nous demande d'exprimer les composantes de B, on voit que le rotationnel de B il est suivant UZ, et qu'on nous donne le rotationnel en sphérique, donc il faut exprimer le vecteur UZ dans les coordonnées sphériques, ok? Donc il n'y avait pas besoin fondamentalement d'avoir toute cette matrice, mais si vous l'avez c'est bien, sinon vous retrouvez facilement à travers les considérations que je vous ai expliquées que EZ c'est cos θ ER moins sinus θ Eθ plus 0 fois Eφ. D'accord? Vous voyez que EZ et ER sont alignés lorsque θ est égal à 0. Autrement dit que lorsque le cos θ est maximum. Lorsque θ est égal à pi sur 2, ER, bah, il est dans le plan x ou y, et donc le produit scalaire entre ER et EZ, c'est égal à 0. Et donc le sinus de θ, l'angle doit être égal à pi sur 2, et vous avez du sinus θ. Ok? Bon, voilà. Donc vous le retrouvez d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un peu la méthode, on va dire, bon, peut-être marteau-piqueur dans cet exercice, mais on peut avoir un exercice où on demande d'utiliser, où en fait on n'a pas simplement le vecteur UZ qui intervient. Voilà. Donc, donc on a exprimé EZ maintenant, UZ en fonction de UR, ER, Eθ, Eφ. Donc on substitue dans l'expression du potentiel vecteur qu'on avait trouvé, d'accord? Et on en déduit
que le potentiel vecteur A se met sous la forme suivant Eθ, ben, il va y avoir du cos θ, effectivement, suivant ER, pardon, suivant Eθ, il y aura du moins sinus θ en projection, et suivant Eφ, ben, il y a 0. Autrement dit, le champ A en coordonnées sphériques a une composante suivant ER qui est U mu, donc perméabilité du vide, fois IT, le courant sinusoïdal de mon dipôle oscillant, donc sur 4pi la constante, multiplié par L, la distance caractéristique de mon dipôle oscillant, divisé par R, la distance donc d'observation auquel on se place et auquel on cherche à mesurer le champ, l'induction magnétique et le champ électrique, multiplié par le cosinus de θ, d'accord? Autrement dit, on peut dire aussi, c'est intéressant d'avoir cette considération physique, lorsque θ est égal à 0, la composante suivant ER radial est maximum du champ. Bon, voilà, ce sont des considérations physiques qui dérivent, je dirais, de la géométrie des coordonnées sphériques. Ok? Et par contre, il n'y a pas de composante suivant Eφ. Donc maintenant, on applique. Donc là, je reviens pas sur. Je ferai des vidéos, je pense, sur comment calculer le rotationnel, la divergence. Bon, Laplacien, je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, vous savez calculer un rotationnel. Donc, comment on calcule B? Ben, B dérive d'un potentiel rotationnel du rotationnel de A. Ok? Par définition, en construction même. Le rotationnel de A, ben, en fait, on le calcule en utilisant le rotationnel que vous savez calculer, l'expression de A et surtout la formule du rotationnel en coordonnées sphériques qui est donnée dans l'énoncé. Donc, je vous laisse faire les calculs. Et vous trouvez que le rotationnel de A, c'est 1 sur R fois moins la dérivée partielle de la composante radiale du champ A, dérivée partielle par rapport à θ, suivant Eφ. Ok? On en déduit donc que le champ magnétique B, le champ d'induction magnétique B, va être égal à moins 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à θ, de mu0 I de t L cos θ sur 4 pi R Eφ. Autrement dit, donc la dérivée par rapport à θ, ben en fait, il faut dériver le cosinus par θ, il y a du moins, moins, ça fait du plus, donc ça sort. Et donc le 1 sur R se multiplie par 1 sur R, donc vous avez du R2. Ok, donc B va être égal à mu0 I de t L sur 4 pi R2 sinus θ, suivant Eφ. Autrement dit, le champ magnétique créé par ce dipôle oscillant suivant Z, il va être suivant Eφ, ce qui est logique. Puisqu'on peut le retrouver par des considérations de symétrie, sachant que B est orthogonal à un plan d'antisymétrie, et que pour notre distribution de courant, puisque notre distribution de courant elle est constituée par une charge plus ici, une charge moins en dessous, en Z, eh bien tout plan qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie pour notre champ magnétique. Donc, c'est un plan de symétrie, donc le champ magnétique étant orthogonal à un plan de symétrie, il est nécessairement suivant Eφ. Ok, bon, on peut le retrouver par des considérations d'ordre, je dirais, de symétrie de champ. Ici, on a calculé la relation de B, on a calculé effectivement B analytiquement à l'aide des formules d'analyse vectorielle et des équations de Maxwell, mais effectivement, la direction du champ magnétique, d'ailleurs très souvent dans les exercices, dans les énoncés, dans les examens, dans les sujets de concours, on vous demande explicitement de retrouver la direction du champ par des considérations de symétrie spécifiques à la distribution de charge de votre problème. Okay. Donc, on en déduit que B, effectivement, est suivant Eφ, donc la composante radiale du champ d'induction magnétique est nulle, la composante suivante θ, Eθ dans les coordonnées sphériques du champ magnétique est nulle, et on a donc que la composante de B suivant Eφ, c'est mu0 I de TL sur 4 pi R2 sinus θ. Maintenant, pour calculer, pour calculer le champ électrique, donc on nous dit dans l'énoncé qu'on se place en jauge de Lorentz, d'accord, donc ça doit vous faire tilt, et dès que vous entendez jauge de Lorentz, donc le champ électrique, donc qui dérive du potentiel scalaire, V, comme E égale moins grade de V, vous devez rajouter l'opposé de la dérivée temporelle du champ du potentiel vecteur A, ok, dont dérive B, l'induction magnétique. Donc ça, c'est la condition en jauge de Lorentz. Alors, les coordonnées du gradient en sphérique, on vous les donne pas. Bon, je sais que dans la plupart des énoncés, on vous les donne. Bon, à moins que vous soyez en SP, en maths SP, et que vous fassiez Polytechnique ou Normal Sup, je pense que, et encore, je pense même qu'ils les donnent.
Mais bon, là, c'est étonnant, dans l'énoncé, ils l'ont pas donné. Bon, on peut le connaître plus ou moins par cœur. Moi, je le connais pas par cœur, à mon niveau. Mais bon, je connais les deux premières composantes par cœur. Du gradient en coordonnées sphériques. Donc, pour la première composante radiale, c'est la dérivée partielle par rapport à R. Pour la composante en θ, c'est 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à θ. Et pour la composante en phi, c'est 1 sur R sinus θ, la dérivée partielle par rapport à phi. Donc, ceci étant dit, ben, vous appliquez donc le gradient au potentiel scalaire V qui a été calculé précédemment, ici. Donc, il ne faut pas se planter dans les calculs. OK? Vous rajoutez surtout, ne pas oublier donc l'opposé de la dérivée partielle du champ A par rapport à t. Donc, faites une projection suivant les trois vecteurs de base de coordonnées sphériques, ER, Eθ, Eφ, et vous obtenez que E de R et θ se met sous la forme, donc pour sa composante radiale, 2 fois Q de t, L cos θ sur 4 pi epsilon 0, permittivité du vide, R cube. Donc on a une décroissance en 1 sur R cube. Hein. Ah ben non, il y a du 1 sur R aussi. Ici, et du 1 sur R. Donc moins mu 0 sur 4 pi, la dérivée partielle de notre intensité de courant, qui je vous le répète et qui je vous le rappelle est de type sinusoïdal par rapport au temps, fois L cos θ sur R. Donc on a une belle expression qui dépend donc de R, mais qui dépend aussi de l'angle que forme le vecteur à la source, qui dépend effectivement de la distance, bon, voilà, qui dépend aussi de la variation de l'intensité du champ électrique. Donc c'est une relation quand même assez complexe. Et pour la partie en θ, la composante suivante θ, le vecteur Eθ en coordonnées sphériques du champ électrique, qui découle de notre distribution de charge, de notre dipôle oscillant. Donc vos Q de t fois L sinus θ sur 4 pi epsilon 0 R cube plus mu 0 sur 4 pi, la dérivée partielle de l'intensité du courant électrique par rapport au temps, fois L sur R sinus θ. Bon. En fait, on peut effectivement simplifier en faisant introduire, en introduisant une pulsation, la pulsation oméga, et en passant en notation complexe, on peut mettre le champ électrique sous cette forme. I oméga L cos θ sur 4 pi r, facteur de 2 sur oméga epsilon 0 r carré, plus mu 0 oméga, facteur d'exponentielle moins I oméga t, pour la composante radiale. Et I de oméga L sinus θ sur 4 pi r, facteur de 1 sur oméga epsilon 0 r carré, moins mu 0, donc permittivité du vide, oméga, exponentielle moins I oméga t pour la composante en θ. Il n'y a pas de composante suivant phi. Voilà, je vous rappelle qu'effectivement, en complexe, la dérivée partielle de I par rapport à t, ben, il sort du moins I oméga, puisqu'on a on est en I oméga exponentielle moins I oméga t. I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc la charge, en fait, on l'intègre par rapport à I, et donc on a une charge qui est de I oméga exponentielle moins I oméga t sur moins I oméga. Bon, voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on nous demande pour la partie B. Alors, la partie B, elle est ici. On regarde maintenant le cas où la distance OM n'est plus petite devant la longueur d'onde de notre onde lambda. Donc, on ne néglige plus le phénomène de propagation. Donc, on ne suppose plus que la propagation est instantanée. On suppose que le champ observé à un instant donné t, en fait, dans notre source, résulte de ce qui passait à un instant t moins le temps de propagation, justement, que met l'onde pour parvenir de notre dipôle oscillant à nous. C'est ça que ça veut dire. La longueur petit l est toujours très petite devant lambda et devant r. Donc dans cette approximation-là, établir l'expression du potentiel vecteur A de R et de T et de calculer les composantes du champ magnétique et en déduire celles du champ électrique. Ok? Alors, donc comme je l'ai dit, donc on regarde maintenant le cas où la distance OM n'est plus petite devant la longueur d'onde. On ne néglige donc plus le phénomène de propagation. La longueur L est toujours très petite devant lambda et devant la distance de notre point M auquel on cherche à exprimer les champs créés. Donc la distance petit l, en fait la distance entre nos deux dipôles en fait est très faible devant la longueur d'onde et on a que R est de l'ordre de grandeur de lambda. Bien, dans ce cas-là, donc je vous rappelle que le vecteur de l'onde K c'est 2pi sur lambda, donc K c'est oméga sur C, c'est notre relation de dispersion.
Donc dans ce cas-là, I de t et de r va se mettre sous la forme I oméga exponentielle moins I oméga t moins kr. Donc il y a un facteur de phase qui est dû en fait au temps de propagation que met l'onde pour parvenir de notre dipôle oscillant à notre point M d'observation. Eh bien, pour avoir en fait ce temps de propagation, eh bien, il suffit de mettre la pulsation oméga en facteur. Et on va avoir I de t et de r, I de t et de r, bon, I de r de t est égal à I indice oméga pour dire que l'intensité dépend de la pulsation, exponentielle moins I oméga, facteur de t moins R sur C. Donc R sur C, c'est homogène à un temps, et c'est quoi? Ben, c'est en fait, puisque R, c'est la distance de mon point M au dipôle, et que l'onde se propage à la vitesse C de la lumière, et bien R sur C, ça représente le temps de propagation que met l'onde pour parvenir à nous. Donc je vous fais un exemple très simple pour que vous compreniez comme ça direct. Le soleil, ben vous prenez l'onde électromagnétique du soleil. Le matin, lorsque vous voyez le soleil se lever, eh bien, vous savez que le soleil est à 40 millions de kilomètres de nous, et que la lumière du soleil nous parvient à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde. Vous en déduisez que R sur C, c'est-à-dire 40 millions de kilomètres divisé par 300 000 km secondes, eh ben, ça fait 8 minutes. Autrement dit, si à un instant donné t, vous voyez le soleil, vous avez une image du soleil, ben en fait c'est l'image que le soleil avait en fait 8 minutes avant que vous ne la voyez. Donc c'est ce qui est expliqué par ce facteur R sur C qui représente le temps de propagation. D'accord? Voilà, en gros c'est ça. Donc, en utilisant donc cette modification, cette approximation, notre champ magnétique, notre champ A dont dérive le champ magnétique va se mettre sous la forme mu0 i oméga sur 4 pi r exponentielle moins i oméga facteur de t moins r sur c fois L cos θ pour sa partie radiale, et moins mu0 i oméga sur 4 pi r exponentielle moins i oméga facteur de t moins r sur c fois L sinus θ pour sa partie en θ, et 0 suivant E phi. Voilà. Ok, donc, je confonds toujours avec cet exo. Euh, donc on a établi la section du potentiel. Maintenant, calculer les composants du champ magnétique et en déduire celle du champ électrique. Donc, on en déduit, donc sachant que B est égal à rotationnel de A. Donc, les composantes de B, on utilise toujours la formule qui est donnée dans l'énoncé du rotationnel d'un vecteur. Donc, on a 0 suivant la composante radial, 0 sur la composante θ, et 1 sur r, la dérivée partielle par rapport à r de r à θ, moins la dérivée partielle de r par rapport à θ. Donc on calcule ça, et on en déduit que donc B est suivant E phi, pour toutes les considérations qu'on a données tout à l'heure sur de symétrie sont valides, indépendamment du fait que la source est proche du dipôle oscillant, qu'elle est loin, ou indépendamment des considérations d'ordre de grandeur, de la longueur d'onde lambda, du temps de propagation, de ces considérations d'ordre propagative. Le champ B, il sera toujours orienté suivant phi. Okay, donc on a B phi qui est égal à 1 sur R, facteur de moins mu0 I point, pour dire c'est la dérivée de I par rapport au temps. Oméga, I oméga sur 4 pi C, c'est la vitesse de la lumière, exponentielle moins I oméga, facteur de T moins R sur C, qui est le temps de propagation que l'on ne néglige plus ici, fois L sinus θ, plus mu0 I oméga sur 4 pi R, exponentielle moins I oméga, facteur de T moins R sur C toujours le temps de propagation que met l'onde pour venir du dipôle oscillant au point où on cherche à observer le champ, fois L sinus θ. Bon, voilà. Donc, c'est intéressant dans la mesure où on peut effectivement regrouper ces termes en mettant l'exponentielle de moins i oméga t moins r sur c en facteur, et on a une expression condensée, synthétique, du champ phi, que l'on peut du reste optimiser, et on peut chercher à comprendre voilà, dans quel cas b phi sera maximum. B phi est nul pour un angle θ qui est égal à 0. Ok, B phi est maximum si sinus θ est égal à 1, donc θ égale pi sur 2. On peut voir aussi que pour des considérations, si 1 sur r est très petit devant oméga sur c, bon, on peut avoir des approximations qui sont faites. Donc on peut à présent, donc à partir du champ B, eh bien, on utilise l'équation de Maxwell, rotationnelle de B est égal à 1 sur C de dE sur dt, pour pouvoir déduire les composantes du champ électrique. Donc, cette équation de Maxwell, on la met pour des questions de commodité de calcul sous la forme dE sur dt est égal à C carré rotationnel de B. Donc on va calculer les composantes radiales, suivant θ et suivant phi, bon, qui est nul, de notre champ électrique. Donc la composante radiale de notre champ électrique,
est égal à c carré fois 1 sur r sinus θ, la dérivée partielle par rapport au temps de mu 0 L I oméga sur 4pi sinus carré θ fois exponentielle moins I oméga facteur de t moins r sur c fois moins I oméga sur RC plus 1 sur R2. Soit la dérivée partielle de E par rapport au temps sur R qui est égal à c carré sur R sinus θ fois mu 0 L I oméga sur 2 sinus θ cos θ sur 4pi exponentielle moins I oméga facteur de t moins R sur c fois moins I oméga sur RC plus 1 sur R carré. Donc vous faites les calculs, vous trouvez ça. Et ensuite, on a la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps suivant θ, qui va être égal à moins c carré sur R. Donc en fait, on identifie par rapport au rotationnel de B. Hein. Moins c carré sur R, dérivée partielle par rapport à R, de mu 0 IL sinus θ sur 4pi fois exponentielle moins I oméga facteur de t moins R sur C fois moins I oméga sur RC plus 1 sur R2. Donc ici, on a la distance R. Donc ça se met sous la forme moins C carré sur R, oméga 2 sur C2 fois grand R, moins 1 sur R2 grand R, plus 1 sur R fois I oméga sur grand C grand R. Ok, on a donc dE sur dθ ben voilà, qui se simplifie. Vous avez un facteur oméga 2 sur C2 plus I oméga sur CR, moins 1 sur R2. Et on va pouvoir faire en fait des considérations d'ordre de grandeur pour pouvoir, je pense, éliminer certains termes. Par ailleurs, dE sur dt sur la composante amphi est égal au vecteur nul. On en déduit la valeur finale de E, qui est sous cette forme. Donc on a du C2 mu 0 I oméga L cos θ sur 2pi fois exponentielle moins I oméga facteur de t moins R sur C, temps de propagation, fois 1 sur R de C plus I oméga sur R cube pour la composante suivant R. C carré mu 0 I oméga L sinus θ sur 4pi exponentielle moins I oméga t moins R sur C, temps de propagation, fois moins I oméga sur C2R plus 1 sur CR2 plus I sur oméga R cube. Bon, je vous relis aussi parce que parfois je n'écris pas super bien. Comme ça, vous êtes sûr de l'expression des champs. Ensuite, on est dans le cas C. Donc dans le cas C, donc on nous demande dans le cas où R est très grand devant lambda, autrement dit dans le cas où notre distance d'observation est très grande devant la longueur d'onde du champ électromagnétique, de montrer que le champ rayonné a la structure d'une onde plane, de calculer ses composantes et le rapport entre la norme du champ électrique et le champ magnétique. On nous demande ensuite de déterminer le vecteur de Ponting S et sa valeur moyenne dans le temps, en déduire la puissance moyenne rayonnée dans tout l'espace exprimée en fonction de I oméga, lambda, mu 0 et C. D'accord, bon. Alors, donc montrant que le champ rayonné a la structure d'une onde plane, calculer ses composantes, ses rapports au sur B. Bon, ben, si R est très grand devant oméga, on va pouvoir faire les approximations suivantes. 1 sur R, ça va être très grand devant 1 sur R2 et 1 sur R3. D'où notre champ électrique E, en fait, on va pouvoir annuler en fait la composante radiale, puisqu'elle est vraiment infinitésimale, donc négligeable. Et il restera juste la composante suivante θ. Donc on va pouvoir, la composante suivante θ, moi je pensais avoir voilà, on a du R. Donc le 1 sur CR2, on le néglige, en module I sur oméga R cube, on le néglige, il reste donc du moins I oméga sur C2R. Et donc la composante radiale du champ, en fait le champ électrique sera simplement suivant Eθ, donc il n'y a pas de composante radiale ni composante suivant phi. Et dans cette approximation-là, donc E en module vaut le module de moins I oméga sur 4 pi R mu 0 I oméga L sinus θ exponentielle moins I oméga t moins R sur C. Pour ce module, c'est oméga sur 4 pi R mu 0 I oméga L cos θ, puisque le module d'une exponentielle c'est 1, le module de I c'est 1. Donc de même pour notre champ magnétique, qui est au-dessus, bien, en fait on va négliger, je pense, 1 sur R2 par rapport à moins I oméga RC, et donc on va rentrer sous moins I oméga RC dans cette expression. Et on aura donc le champ magnétique a une composante radiale nulle, suivant θ nul, et il a une composante uniquement suivant E phi, et sa valeur c'est moins en complexe, bien sûr. Ensuite, pour passer en partie en réel, il faudra prendre la partie réelle. Donc moins I oméga mu 0 L I oméga sur 4 pi RC sinus θ. Donc on s'aperçoit qu'on a exactement un facteur 1 sur C près, ici, la norme du champ électrique. Autrement dit, lorsqu'on fait la norme du champ électrique par la norme du champ magnétique,
les oméga s'annulent, les 4pi s'annulent, le R s'annule, les mu0 ben, s'annulent, la longueur L, caractéristique du dipôle s'annule, le champ électrique, ben, enfin se compense. Pareil, on a du sinus θ, il reste juste le 1 sur C de B, et donc en fait on a que le rapport entre la norme du champ électrique et la norme du champ magnétique est égal à la vitesse de la lumière. Et donc ceci est caractéristique d'une onde sphérique, puisque effectivement on a des composantes en 1 sur R, en exponentielle moins I oméga T moins R sur C, et donc c'est caractéristique d'une onde sphérique. R très grand devant lambda, on a affaire à une onde plane, c'est de type sphérique. Bien, on nous demande maintenant, en dernière approximation, effectivement, je pense, de calculer la puissance de notre onde électromagnétique. Donc, comme vous le savez, la puissance moyenne, donc on nous demande de l'exprimer en fonction de I oméga, lambda, mu 0 et C, et la résistance de rayonnement. Bon, comme vous le savez, la puissance moyenne, en fait, elle est donnée par le flux du vecteur de Ponting. Le vecteur de Ponting, il se calcule comme ceci, c'est le produit vectoriel du champ électrique par le champ magnétique sur la perméabilité du vide, donc on passe en valeur algébrique. E est orienté suivant Eθ et B est orienté suivant Eφ, donc on fait le produit vectoriel de Eθ par Eφ. Je vous rappelle que ER, Eθ, Eφ forment un trièdre direct en coordonnées sphériques. Ok, donc ER, donc on passe de ER à Eθ par une rotation d'angle pi sur 2, et de Eθ donc, à Eφ par une rotation d'angle pi sur 2. ER, Eθ, Eφ forme un triangle direct, donc en fait on va avoir que Eθ vectoriel Eφ c'est ER, ok, et ER vectoriel Eθ c'est Eφ, Eθ vectoriel Eφ c'est ER, Eφ vectoriel ER c'est Eθ, donc c'est pareil. Donc sachant cela, donc je vous dis parce que parfois on bloque dans le calcul sur cet aspect-là, et c'est quand même très important de savoir quelle est la direction de propagation de l'onde, hein. Donc ça nous donne directement donc, le flux du vecteur de Ponting, donc partie réelle de E par partie réelle de B sur mu0, orienté suivant ER. Okay. Et donc on calculera le flux du vecteur de Ponting en prenant une surface orientée donc collinéairement à ER. Ok. Et donc S sera égal à oméga, donc on remplace hein, par des valeurs que l'on a calculées précédemment. Oméga sur 4pi R, mu0 i oméga L sinus θ fois sinus oméga de T moins R sur C, fois oméga mu0 L i oméga sur RC 4pi sinus θ sinus de oméga T moins R sur C ER. Donc on va avoir du sinus carré θ, on va avoir beaucoup de termes au carré, et on a l'expression donc de notre vecteur de Ponting, qui est donc égal à 1 sur mu0 C, donc 1 sur la perméabilité magnétique du vide, la vitesse de la lumière, fois la pulsation de notre onde, fois perméabilité mu0 i oméga, donc ça va simplifier la perméabilité, L sinus θ sur 4pi R, le tout au carré, fois le sinus carré de oméga T moins R sur C. Donc on a ici l'expression finale de notre vecteur de Ponting. Ok. Donc il est quand même proportionnel au carré de la pulsation. Il est maximum pour un angle θ de pi sur 2. Et en fait, bon, on a une variation en 1 sur R2. Bon, c'est ce qu'on peut dire à vue d'œil. Donc maintenant, on nous demande d'en déduire la résistance, donc la puissance, la résistance de rayonnement du dipôle par la résistance R du conducteur thermique qui parcouru par un même courant dissiperait la même puissance par effet Joule, sachant que l'amplitude minimale du champ électrique détecté par un récepteur à distance R et EM calcule la puissance nécessaire d'émission. On nous donne le champ électrique, la distance. Bon, je crois pas que j'ai été jusqu'au bout de cet exo. Donc, on a que E sur B en norme est égal à la vitesse de la lumière. Le flux, qui est la puissance du vecteur de Ponting, rayonné le long d'une sphère. En fait, on considère la sphère, on considère la surface représentée par la sphère, d'accord, en coordonnées sphériques. Donc θ, il varie entre 0 et pi, et phi, on le fait varier entre 0 et 2 pi. Donc phi, c'est un tour complet. Pour pouvoir décrire n'importe quel point sur la sphère de rayon R, il faut faire varier θ entre 0 et 2 pi, mais il faut faire varier phi entre 0 et 2, θ entre 0 et pi, ça suffit, mais phi entre 0 et 2 pi, pour pouvoir atteindre les points derrière. Donc l'élément ds que l'on prend pour pouvoir calculer le flux du vecteur de Ponting et donc la puissance de notre onde électromagnétique, ça va être donc 2 pi R2 sinus θ dθ ER, donc il faut connaître son ds en coordonnées sphériques. Structure de l'onde plane, E et B sont en phase, donc le vecteur de Ponting en termes d'énergie orthogonale au champ électrique et magnétique, puisque le vecteur de Ponting, en fait, il a une direction qui est suivant la direction de propagation de l'onde. Et si on est dans des ondes planes qui sont transverses, de mémoire, on parle pas de ça, mais effectivement, c'est des ondes transverses, puisque la direction de propagation, c'est suivant ER,
B n'a pas de composante suivant ER, E n'a pas de composante suivant ER, donc on a bien des champs transverses. Et même orthogonaux, hein, puisque E scalaire B, vous voyez que c'est bien égal à 0, puisque E n'a pas de coordonnées suivant E phi, c'est 0, et B n'a pas de coordonnées suivant E θ, c'est 0. Donc si vous faites le produit scalaire de E par B, vous obtenez c'est 0. E par C, donc on a bien une onde plane transverse, magnétique, donc bien le vecteur de Ponting est bien orthogonal à E et B, ok? Donc on en déduit que la valeur moyenne de notre onde électromagnétique est égale à 1 sur 2 mu 0 C fois oméga mu 0 et oméga L sur 4 pi R, le tout au carré, fois donc notre élément de surface ds qui va être intégré suivant θ. Suivant phi, ben on intègre puisque ça dépend pas de phi, donc on multiplie directement par 2 pi, r carré, et on a du sinus θ par du sinus carré θ, donc c'est du sinus cube θ qu'il faut intégrer entre 0 et pi. Voilà, alors après il y a une petite astuce de calcul mathématique pour calculer l'intégrale entre 0 et pi de sinus cube de θ, je vous la fais, c'est bonus. Donc pour pouvoir calculer cette intégrale, ben, il faut exprimer le sinus à l'aide de sa décomposition, ben, non pas polaire, mais avec l'aide de la formule d'Euler. Comment dire, on sait que sinus θ, c'est exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Donc sinus θ au cube, c'est Euler au cube. Il faut savoir bien sûr que son identité remarquable, donc soit vous connaissez le triangle de Pascal, soit vous connaissez l'identité remarquable par cœur que, bien sûr, que a moins b au cube, c'est a cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube, ok? Et donc exponentielle de i θ au cube, c'est exponentielle 3i θ, moins 3a carré, c'est exponentielle 2i, θ, b c'est exponentielle moins i θ, plus 3a carré c'est exponentielle i θ, c'est donc exponentielle de i θ, 3 exponentielle de i θ fois exponentielle moins i θ, fois b carré, moins b cube c'est exponentielle moins i θ, donc moins exponentielle moins 3 i θ. Donc il y a des simplifications, ça se regroupe, vous obtenez que c'est égal à moins 1 sur 8i exponentielle 3 i θ moins exponentielle moins 3 i θ, moins 3 fois exponentielle i θ fois 3 exponentielle moins i θ. Là, vous reconnaissez du sinus 3 θ qui intervient, et là, c'est 3 fois du sinus θ. Autrement dit, sinus cube de θ, c'est un quart de sinus 3 fois θ, moins 3 fois sinus θ. Bon, c'est pour la petite astuce mathématique. Et donc, je vous laisse calculer la puissance rayonnée. Moi, je me suis arrêté là. La puissance rayonnée, c'est 1 sur 2 mu 0 c, oméga mu 0 i oméga L sur 4 pi r, sur 4 pi r au carré, fois 2 pi r2 fois 1 quart de moins 1 tiers de cosinus cube de θ, calculé entre 0 et pi, plus 3 cos θ, 0 pi. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus cube de θ, 4 tiers. Voilà. Donc voilà pour cet exercice sur le dipôle magnétique, sur le champ rayonné par un dipôle oscillant. Je pense que je vais faire encore une ou deux vidéos sur des structures de champ rayonnés par des dipôles. Ça va pas être un dipôle, mais ça va être une spire. Et bon, sur des configurations géométriques et des distributions différentes. Là, j'ai une distribution linéique, je vais peut-être prendre une distribution surfacique de courant pour voir quelle forme ont nos champs. Voilà pour cette vidéo.